Bienvenue dans On vous embarque, l'émission qui vous amène dans les coulisses des phénomènes et qui façonne l'actualité. Aujourd'hui, nous plongeons dans un débat passionnant, la musique camerounaise entre évolution et déviation. Le Cameroun est une terre de diversité musicale qui a vu naître des styles emblématiques et qui ont traversé les frontières. Mais avec l'essor des tendances modernes, les genres comme l'afrobeat, le trap, le hip-hop, entre autres, prennent de plus en plus de la place dans l'univers musical dans notre très cher et beau pays. Alors, est-ce que c'est une évolution naturelle de la musique locale, purement et simplement, qui se réinvente pour séduire un public global? Ou alors, est-ce que nous assistons bien à une déviation qui pourrait effacer les racines traditionnelles au profit des influences étrangères? C'est ce que nous allons essayer de décortiquer aujourd'hui dans l'émission. On vous embarque avec un invité de marque, Othniel Mambel, qui est déjà dans ce studio. Bienvenue, mesdames, messieurs, une fois de plus. J'ai tout entendu, je vous dis tout, pas de malentendu. Vous l'avez vu, vous l'avez entendu, et tout ça du placard. Grand plaisir de te recevoir aujourd'hui, Othniel. Ça fait fort longtemps qu'on ne s'est pas vu dans un studio ou sur un plateau. Oui, bonjour. Bonjour Servet, bonjour à tous ceux qui nous écoutent et tous ceux qui nous suivent. Ça fait vraiment longtemps et merci de m'avoir invité. Eh bien, le plaisir, il est particulièrement le nôtre. Actuellement, à Douala, le séjour, il se passe bien? Oui, ça va. C'est toujours chaud d'être à Douala. Ah ouais, en plus, c'est littéralement, même ça s'applique. C'est toujours chaud d'être à Douala. Douala est chaud. Alors, globalement, s'il faut te présenter aux auditeurs, qu'est-ce que tu dirais? C'est vrai que techniquement, c'est ma mission, c'est mon rôle, mais ton CV, il est tellement long. Alors, je ne saurais pas où commencer. Bon, c'est vrai que malheureusement, je disais un peu en off que presque tout le monde fait beaucoup de choses dans ce pays. Mais je me considère principalement comme un opérateur culturel dans la musique qui soit essentiellement directeur artistique et conseiller en gestion d'affaires. Donc je considère que c'est ça que je fais principalement maintenant. Accessoirement, il y a plein d'autres choses que j'ai appris à faire sur le tard ou à l'école et donc qui sont utiles, mais idéalement dans 10 ans je ne ferai que la direction artistique et la gestion et le conseil en gestion et droit. Et c'est magnifique. Aujourd'hui également tu es auteur, on reviendra dans quelques instants. Tu es très impliqué dans la chose culturelle, musicale particulièrement. Dans cette édition de l'émission On vous embarque, eh bien nous plongeons donc au cœur de l'évolution de la musique de notre pays, un pays dont les traditions musicales comme le makossa, le bikotsi ou le mangombe ont longtemps fait briller la scène africaine. Mais aujourd'hui, un vent de modernité souffle sur la musique camerounaise avec l'émergence de nouveaux styles comme l'afrobeat, le trap ou encore le hip-hop. Des artistes locaux fusionnent des sonorités traditionnelles avec des influences internationales qui créent ainsi une nouvelle vague musicale qui bouscule finalement les codes. Tu en sais quelque chose. Alors cette évolution est-elle quelque part le signe d'enrichissement de la culture camerounaise ou plutôt totalement son contraire? On va essayer d'en parler avec toi, mais la première question que j'aimerais bien te poser, Othniel, c'est quel est le regard que tu portes sur l'évolution de la musique dans notre pays au cours peut-être des dernières décennies? Disons que on est dans un pays qui est jeune. Contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, 60 ans ou 70 ans pour un pays, c'est très jeune. Et de ce point de vue, l'évolution est suffisamment rapide et on n'a pas encore atteint vraiment la vitesse de croisière, que ce soit en musique ou dans d'autres domaines. Et vous savez, le changement, c'est quelque chose de difficile pour les humains en règle générale. C'est même une propriété de la masse. En physique, on dit que quand quelque chose, c'est pour ça quand vous roulez et que vous freinez brusquement, votre corps continue d'avancer un peu. C'est une propriété de la masse. Et je pense que ça peut être à la fois un avantage et un inconvénient. Mon regard spécifique sur l'évolution, comme tu l'as dit, de la musique au Cameroun, c'est que la musique au Cameroun évolue au rythme du Cameroun. Ça évolue comme ça peut. Et en tout point de vue, s'il y a quand même quelque chose qu'on peut affirmer
c'est qu'il y a beaucoup de talent et beaucoup de créativité au Cameroun. C'est sur cette base-là, je peux au moins dire qu'on devrait pouvoir capitaliser ça. Et après, les goûts et les couleurs, les avis, je ne suis pas sûr que c'est à moi de dire si c'est vrai ou c'est faux, mais je pense qu'on évolue au rythme que le Cameroun nous donne comme permission d'évolution. Et il y a beaucoup, mais il y a une floraison de talents et c'est important de le noter. On évolue au rythme du Cameroun. On avance ou on recule finalement, selon toi ? Dans d'autres lieux, je dis souvent que nous sommes dans un pays en voie de sous-développement parce que j'ai souvent le sentiment que le développement dans le postmodernisme nous a plutôt amené à nous sous-développer avec une apparence de développement, c'est-à-dire qu'on a l'impression, les éléments externes du développement, les routes, l'électricité, des trucs comme ça, semblent de plus en plus présents. C'est vrai que quand j'ai l'électricité, il y a des gens qui peuvent me tuer parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas de courant chez eux. Mais je veux dire que ça semble de plus en plus présent, Internet et tout le reste. Mais fondamentalement, on a l'impression que les valeurs, les principes, l'humanité, la socialité est en train de disparaître. Les gens ont de plus en plus faim. Et je veux dire que ça, pour moi, c'est plutôt des éléments de sous-développement. Donc, oui, on se développe. Est-ce qu'on avance ou on recule? Je crois que c'est ça le fond de la question. Est-ce qu'on avance ou on recule? Je pense qu'il faudrait peut-être le voir sous plusieurs prismes. Sur le prisme de la productivité, je pense qu'on avance. On produit plus. Il y a plus d'artistes, il y a plus de producteurs, il y a plus de. Sur le prisme de la structuration, je pense qu'on n'avance pas. Mais je ne suis pas sûr qu'on regresse. Je ne suis pas sûr que c'était, comme quelqu'un avait dit, je ne suis pas sûr que c'était mieux avant. Avant, il y avait des grosses firmes internationales qui mettaient de l'argent, qui avaient une sorte de... Mais je veux dire que sans elles, on ne peut pas vraiment tester le fait qu'on ait eu une vraie structure avant. Sur le plan de la structuration aussi, je pense que les entreprises, on pourrait plutôt dire qu'on avance dans le sens où il y a de plus en plus de structures, c'est-à-dire des entreprises, des labels et tout. Mais est-ce qu'elles sont bien structurées? C'est là où peut-être la question est un peu compliquée. Il faudra aller questionner. Mais c'est difficile parce que moi, j'ai fait un travail de rapport en 2021 où on a découvert qu'on n'a même pas 2% de labels au Cameroun qui sont reconnus légalement. De ce point de vue, c'est pour ça que je dis qu'en termes de qualité, en termes de quantité, il semble qu'on est en train d'évoluer, mais en termes de qualité, soit on stagne, soit on avance. Mais maintenant, sur le plan de la musique elle-même, il semble que la facilité, je ne sais pas si je vais dire, les outils que les nouvelles technologies de l'information et de la communication nous ont apportés ont aménuisé les efforts technique de la musique elle-même. C'est-à-dire qu'on a de moins en moins de musiciens qui s'adonnent à la pratique parce que dans tous les cas, on va avoir une facilité à bidouiller un truc en studio. Et de ce point de vue, moi je suis musicien à la base, je suis entré dans la musique comme étant musicien et je sais qu'avant, bien avant ma naissance ou avant mon époque, quand vous entendez une chanson je dis n'importe quoi, c'est une chanson dont je suis complètement fan, du Moscal Play de Prince Yango, quand vous entendez la musique qui est jouée et que vous pensez que ces gars se sont assis en studio et que si à 4 minutes 17, une chanson qui fait 4 minutes 20, une personne avait raté, il fallait tout recommencer. Mais aujourd'hui, moi, je joue en studio, je drop 15 secondes et après, l'ingénieur de son, c'est son problème, quoi. Donc moi, aujourd'hui, je fais 15 minutes en studio. Moi, j'écris une chanson, avant, ils en faisaient 3 heures, 4 heures. Mais c'est joué avec une certaine précision qui vous donne l'impression qu'ils faisaient comme nous. Sauf que ça veut dire qu'ils avaient un niveau technique, peut-être pas de technique, mais un niveau d'exigence et de travail qui était différent du nôtre aujourd'hui. Donc, ce qui devait nous permettre d'être un propulseur de travail, nous a plutôt fait être un ralentisseur de travail. Et peut-être ce n'est pas juste dans la musique, mais puisqu'on parle spécifiquement de la musique, on travaille un peu moins parce que le digital nous a facilité les choses. Et je pense que de mon point de vue, c'est une régression parce qu'on aurait dû être un peu plus long. Et ce qui remet encore au bout du jour ton propos, le sempiternel débat concernant la musique assistée par ordinateur, voilà, qui n'impacte pas seulement le Cameroun, mais qui est d'un point de vue macro, qui rejoint également la discussion sur le plan international. S'il faut embrasser une autre question dans notre entretien, pourquoi la musique de notre pays, la musique traditionnelle que nous avons connue dans le temps, qui a dominé plus ou moins l'Afrique à un moment donné, notamment le Makotsa, le Bikutsi, avec des personnes comme des Têtes Brûlées, le Mangombe et bien d'autres. Pourquoi
ces musiques-là semblent avoir perdu de leur influence auprès de la nouvelle génération, selon toi? Ok. Je vais donner un avis qui n'est pas très partagé par mes pairs. C'est que j'ai toujours du mal à être complètement d'accord avec le fait que la musique camerounaise a dominé le monde à un moment. Le vent du Makossa a dominé le monde et il y a des raisons liées à ce qu'est le Makossa. C'est-à-dire que ce qu'on appelle Makossa aujourd'hui n'est pas une musique essentiellement camerounaise. Principalement, elle est faite, c'est des influences de Sewe, de Bolobo, d'Asiko, d'Ambasibé. Mais en fait, le Makossa, c'est plein de high life, c'est plein de funk, c'est plein de jazz. Et de ce point de vue, c'est normal qu'au Ghana, ils écoutent le Makossa, ils se sentent concernés parce qu'ils entendent le high life. C'est normal que quand Soul Makossa arrive aux États-Unis, qu'on ait l'impression que Mano Dibango Senga qui vit dans les New Orleans ou quelque part. Donc, je pense que de ce point de vue, le Makossa a réussi à trouver une formule qui était dans son essence de formation, quelque chose d'international déjà. Ça a eu la chance de naître au Cameroun, mais le Makossa en lui-même portait en lui-même les germes de quelque chose d'international. Maintenant, avec le Bikutsi, moi j'ai envie de dire, quand on a enlevé les têtes brûlées, à l'international, on parle de qui comme artiste Bikutsi? On cherche quoi. Donc, je vais dire qu'on a eu la chance d'avoir des artistes qui se sont démarqués, qui ont réussi à faire le tour du monde ou alors qui ont réussi à faire des trucs. Mais je pense que, et on parlait de structuration tout à l'heure, la structure derrière ces artistes-là n'a peut-être pas réellement permis qu'ils soient établis. Je veux dire que quand vous imaginez qu'à des concerts de André Maritala, les Jonas Brothers sont assis et qu'ils ont envie d'apprendre de André Maritala et que les Jonas Brothers soient plus connus que André Maritala, ça veut dire que nous on a un problème. On n'a pas réussi à capitaliser certaines choses. André Maritala encore a été repris par James Brown. Votre coquille. Après Soul Makossa, on connaît la grosse histoire avec Michael Jackson, Rihanna derrière et d'autres. On a aujourd'hui Libianka qui a réussi à faire un hit mondial. Mais je veux dire qu'on n'a peut-être pas réussi à capitaliser certaines de nos grandes victoires qui font qu'après, aujourd'hui, quand un jeune rentre dans la musique, d'accord, moi je suis d'accord qu'il y a plein de jeunes qui soient paresseux ou qui ne veulent pas chercher, mais je veux dire, quand un jeune rentre dans la musique, il rêve d'être comme qui au Cameroun? Parce que pour moi, c'est ça le fond de la question. Quand un jeune entre dans là, tu es dans l'animation, le journalisme, quand tu entres dans le journalisme, tu rêves d'être comme qui dans le journalisme? Peut-être tu as des références. Moi, quand je suis dans la musique, je rêve d'être comme 2-3 personnes quand je suis encore petit. Quand j'arrive à un certain âge, je les rencontre. Et je me rends compte que je n'ai pas envie d'être comme eux. Donc je cherche des références ailleurs. Donc je pense qu'il faudrait... On n'a peut-être pas su créer des modèles enviables. Il y a des modèles sur le plan de la technique musicale, d'accord. Mais que voulez-vous pour un jeune qui soit né en 2000, qui est né dans les années où Internet avait plus de place que la relation familiale, qui est né dans les moments où le seul moment où il cause avec sa mère, c'est pour débattre de la série télévisée de 20h. Pourquoi, à quel moment est-ce qu'il pense à Joe Masso? Puisque quand il met la télé, il regarde des chaînes qui ne lui parlent pas de Joe Masso. Je veux dire, quand vous mettez même la télévision nationale, la télévision en capitaux publics, parfois la playlist est essentiellement faite de gens qui ne sont pas camerounais. À quel moment est-ce qu'il est influencé donc par ce Cameroun-là qu'on voudrait dont il soit dans la perpétuation ou quoi que ce soit? Donc je pense qu'il y a un gros travail. Je pense qu'il est même au-delà de la musique, il est même politique. C'est-à-dire qu'il y a une réflexion sur c'est quoi le Cameroun, qu'est-ce qu'on pense. Il y a quelques semaines, je crois que le débat est encore là, sur la fameuse histoire du Cameroun. Le fameux rapport de l'histoire du Cameroun qui a dû être écrit par une commission faite par une Française commandée par la France. Et après, aujourd'hui, on débat. Mais il y a depuis des années un travail qui a été commandé au Cameroun pour écrire l'histoire du Cameroun. On n'en parle pas. Je ne sais même pas si on a déjà rendu ce rapport. Donc, du coup, l'esprit d'un Camerounais normal, c'est qu'il est extraverti. Et donc, c'est difficile pour qu'un Camerounais aille chercher c'est quoi le bolobo. Quand il a le jazz, il a le gospel, il a tout ça. Sauf que ça ne répond pas concrètement quand même à la question. Pourquoi est-ce qu'on semble avoir donc perdu ces influences-là des musiques que je qualifie quelque part de traditionnelles? Parce qu'on n'est plus traditionnel. À une certaine époque, moi je ne parle pas ma langue maternelle.
Je ne la connais même pas. J'ai la chance d'avoir appris le boulou, le wondo, parce que je vis à Mvogada, à Yaoundé. Mais je veux dire que ma mère et moi, à aucun moment on ne sait parler Bassa. Mon père et moi, à aucun moment on ne sait parler Tchékos. Donc je ne sais pas. Et aujourd'hui, 30 ans plus tard, quand j'arrive au village, mon père me dit, mais comment tu fais pour ne pas parler? J'ai envie de lui dire, comment tu fais pour ne m'avoir pas appris à parler? Donc c'est ça en fait, c'est que il y a à un moment, quelque chose s'est passé, c'est que il y a eu un manque de transmission. Il y a un discours qui, de mon point de vue, est légèrement pernicieux. C'est que les jeunes ne se rapprochent pas assez des aînés. Ma question c'est, quand un enfant naît, comment est-ce qu'il apprend sa langue maternelle? Est-ce que c'est parce qu'il s'est rapproché de sa mère? C'est sa mère qui lui a appris. Elle trouve des moyens. Quand un enfant naît, comment est-ce qu'il apprend à laver les assiettes? Il ne s'en rapproche pas d'une hôtellerie pour apprendre à laver les assiettes. Je pense qu'à un moment, il y a certainement eu un brisement dans la transmission d'une génération à une autre, au point où ceux qui ont fait l'effort supplémentaire d'aller chercher à la source, à la tradition, sont minoritaires, sont même marginaux aujourd'hui. Parce que le plus facile aujourd'hui, c'est d'allumer son téléphone, se dire je veux être musicien. Et quand tu écris je veux être musicien, tout ce qu'on te propose, il n'y a rien de camerounais dedans. Il n'y a rien de traditionnel dedans. Après, si je demande... Quand tu dis il n'y a rien de camerounais dedans, est-ce que c'est pas un peu trop vite tranché? Est-ce que c'est pas sévère et très extrême comme point de vue? On peut faire l'exercice maintenant, on ouvre chacun son téléphone et on dit... artiste, comment faire pour devenir un artiste musicien? Vous regardez les tutos qu'on vous propose et tout, ce n'est pas Prince Yango qui fait le tuto là. Donc il ne va pas m'apprendre le makossa. Si c'est George Wooten qui m'apprend à jouer de la basse, il ne va pas m'apprendre à jouer la siko. Donc je veux dire qu'en termes de contenu, je fais un peu l'avocat de la jeunesse qui est en déperdition, pas pour le justifier, mais pour qu'on comprenne où se situe peut-être le problème. Est-ce qu'on a suffisamment fait un effort pour que les gens sachent? Moi, je fais un travail aujourd'hui avec un ami à Yaoundé, que tu connais certainement, Michel Yetna, de Ubuntu, où on veut répertorier les styles musicaux camerounais. On ne sait même pas encore. Je veux dire que même quand vous parlez avec certains aînés, ils ne peuvent pas vous dire exactement c'est quoi les styles musicaux qui existent au Cameroun, c'est quoi les aires géographiques. On a créé un truc qui est 4 aires géographiques au Cameroun, qui est plus politique que anthropologique véritablement. Et de ce point de vue, on a perdu beaucoup de repères. On n'a pas transmis l'histoire, ni dans les... Pas vraiment. Après, il y en a quand même dans les livres, mais après, il faut aller les chercher. Je veux dire que ce n'est pas accessible. Quand je vais à l'école, moi j'ai fait un peu d'histoire à l'école. Et moi, j'ai appris la guerre, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, mais avec une perspective de ce qui s'est passé, avec une perspective de ce qui s'est passé avec l'œil de l'Européen, mais pas avec l'œil de l'Africain que je suis. L'histoire sur les tirailleurs sénégalais, on ne me l'apprend pas dans l'histoire du Cameroun. Comment est-ce que le Cameroun a intervenu dans la Première Guerre mondiale? On ne l'apprend pas. Ah, j'ai eu un cours qui s'appelle le fishing, comment on dit ça? La pêche en Norvège. Genre, on a fait 8 heures de cours pour apprendre comment se fait la pêche en Norvège. Je veux dire que même nos programmes scolaires, malheureusement, ne nous enseignent pas assez. Mais maintenant, quand j'ai fini de dire ça, je pense qu'il y a quand même une perte de valeur aussi parce qu'il y a un certain niveau de paresse. Je crois que je le disais dans la première. Il y a un certain niveau de paresse d'une certaine génération qui se dit tant qu'à faire, on va faire dès qu'un truc marche, nous on va vers ça, dès qu'un truc marche, on va vers ça. C'est pour ça que si vous suivez attentivement un artiste, vous allez vous rendre compte qu'à un moment il a été rappeur, à un autre moment il a été artiste R&B, après il évolue. Aujourd'hui, bientôt tout le monde va chanter le mbolé. Pas que j'ai un problème avec le mbolé, mais on ne peut pas être aussi noyable. Est-ce problématique pour un artiste de s'adapter à l'ère du temps? Oui. Parce que tout le monde l'a fait, même le roi de la pop l'a fait à un moment donné. Oui, c'est problématique. Parce que, je vais dire pourquoi. S'adapter et se dévoyer, c'est deux choses différentes. Mais très souvent, dans l'esprit de beaucoup de personnes, quand ils disent s'adapter, ils sont en train de se dévoyer. Un artiste, c'est une identité. Un artiste vend une idéologie. Maintenant, les outils du temps peuvent être utilisés pour vendre la même idéologie. Mais si l'idéologie change avec le temps, ça veut dire qu'en fait, il n'y a jamais eu d'artiste. Il y a eu une pirouette qui a changé. Mais après, il faut faire une différence. La pop, par essence, ce n'est pas un style de musique. La pop, c'est faire de la musique populaire. Ça veut dire que si je suis un artiste pop, je fais ce qui vend au moment où je le fais. Et donc, contrairement à la culture de la pop, les autres cultures, je veux dire que vous imaginez
je dis n'importe quoi, Joe Masso en train de faire le bikutsi, aujourd'hui mes chaises enlevées parce qu'avec des filles qui s'habillent d'une certaine manière parce que c'est ça qui marche aujourd'hui, je pense que ça ne devrait pas. Donc de ce point de vue, je pense que même si les outils évoluent aujourd'hui, moi je vois bien Bendeka faire ça. Mais quand je dis Bendeka, tu ne te poses pas de questions, tu vois exactement là où il est situé. Mais on peut évoluer avec son temps, on peut utiliser les outils d'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire la musique sans intégrer que c'est aujourd'hui la musique assistée par ordinateur, sans intégrer qu'aujourd'hui les outils informatiques nous permettent de faire certaines choses, mais de là à arrêter d'être Bendeka pour devenir Daniel Baka, il y a un problème. Là, c'est problématique. Et aujourd'hui, comment évalues-tu la place donc des genres que je vais qualifier de modernes? Par moderne, il faudrait entendre actuel, comme l'afrobeat, le trap et ces éléments que j'ai cités en l'entame de cette émission. Comment est-ce que tu évalues leur place dans notre paysage musical finalement? Quelle est leur place aujourd'hui? Elles occupent la plus grande place, heureusement ou malheureusement. Les nouveaux styles de musique tels qu'on les dit. Moi, je pense que là, tu parlais d'évaluation. En termes d'évaluation, je pense qu'on a malheureusement un problème de musicalité, de présence de musicalité. On a de plus en plus de digitalité et moins de musicalité. Et de ce point de vue, pour la musique, on est en train de se faire un tort. Mais je vois de plus en plus, en dehors du Cameroun, mais peut-être aussi en dedans, quand vous écoutez des albums de, je dirais comme ça à la va-vite parce que je l'aime beaucoup, Burna Boy, il y a beaucoup de musique dedans. Genre, c'est joué. Parce qu'après, on devrait pouvoir rester dans la musique. Parce que sinon, on va sortir de la musique pour être... Parce que ce que la musique assistée par ordinateur, c'est de la musique pour laquelle l'ordinateur assiste. Mais si maintenant on fait de l'informatique assistée par la musique, on n'est plus vraiment dans le même concept. Donc je pense qu'en termes d'évaluation, elles ont beaucoup de place, mais ce n'est pas seulement lié à la musique, c'est lié aussi à la façon dont ils sont structurés. Aujourd'hui, quand vous rencontrez un artiste dit de musique urbaine, vous allez voir qu'il a un manager, parfois il a un booker, il a un assistant, il est structuré, il fait attention à ce qu'il dit sur les réseaux sociaux, ses pages sont correctes, ses visuels sont propres. De l'autre côté, vous avez un artiste qui est puriste et qui n'a que sa musique. Dans un univers où, pour arriver jusqu'à la musique, il faut traverser certaines étapes. Donc du coup, vous allez sur la page d'un artiste qui fait de la très bonne musique, on va dire ça comme ça. Il n'a rien d'attirant. Et dès que vous switchez après, vous avez quelqu'un qui a tout le beau visuel et tout. Après, vous arrivez à la musique. Ce n'est pas vraiment intéressant. Mais en fait, votre cerveau vous a déjà convaincu que c'est quelqu'un d'intéressant. Parce que psychologiquement, si le visuel est beau, si tout est bien mis en place, votre cerveau peut commencer à vous convaincre que, en fait, la musique, c'est vous qui l'entendez mal. En fait, c'est bon. Je veux dire que le cerveau est fait pour que, si je suis un excellent footballeur et que demain, j'ai envie d'être président, que les gens croient que je serai aussi un bon président. Parfois je suis un bon, parfois je ne suis pas un bon, mais je veux dire que Arnold Schwarzenegger n'a jamais fait d'études de politique, mais il a été le gouverneur du plus gros État. Parce que les gens se sont dit, s'il était aussi bon acteur que ça, peut-être qu'il serait aussi bon. Donc le cerveau a cette capacité-là. Donc je pense qu'il y a un effort de cosmétique à faire sur les artistes puristes que les artistes des nouvelles tendances ont intégré. Parfois avant même, moi j'ai rencontré un artiste qui était venu au studio et il voulait qu'on l'enregistre et il avait déjà la pochette. C'est drôle, c'est bizarre, mais il y a des gens qui travaillent dans ce sens-là. Je pense qu'il y a cet effort-là à faire, mais les musiques urbaines aujourd'hui prennent de la place. Il faudrait juste qu'on insiste sur la musicalité de celle-là. Est-ce que tu penses que ces musiques-là, dites urbaines, qui viennent d'ailleurs, est-ce que, en termes d'influence, est-ce qu'elles ont une influence bénéfique pour notre musique à nous, au Cameroun? Aujourd'hui, non, mais elles devraient. Est-ce que ce discours, ce n'est pas aussi faire la promotion plus de d'autres? Parce que en remettant en contexte ce que tu as dit à l'entame de ton propos au sujet du Makossa, qui techniquement, d'un point de vue identitaire, n'est pas que camerounais. C'est l'histoire de toutes les musiques, on va dire en fin de compte. Aujourd'hui, est-ce que ce discours que tu tiens, ce n'est pas un peu apporter beaucoup plus du crédit à ceux ou même à des airs d'un point de vue musical qui ont la même histoire plus ou moins que certaines musiques ancrées dans nos traditions à nous? Oui, c'est ce que je suis en train de faire malheureusement, mais je ne leur accorde pas plus de crédit. Je découvre qu'elles ont plus de crédit.
Pas parce que fondamentalement ils sont meilleurs que les nôtres. Je pense que je ne sais pas s'il y a un pays qui a une richesse culturelle plus importante que le Cameroun. Je ne sais pas. Dans tous les cas, je n'en connais pas. Mais je veux dire que notre richesse culturelle n'est pas suffisamment brandée et n'est pas suffisamment vendue. Donc moi, mon discours, ce n'est pas de dire que les autres sont meilleurs. Mon discours, c'est de dire que nous sommes meilleurs, mais on n'arrive pas à le démontrer assez. Je vous prends un exemple. Dans la répartition des budgets au Cameroun, le ministère des Arts et de la Culture a généralement une des plus petites enveloppes. Mais on sait tous, je veux dire qu'on sait tous, même ceux qui décident de cette répartition du budget, que la culture et spécifiquement la musique, puisque moi j'y suis, apporte beaucoup d'argent au PIB. Mais c'est tellement dans l'informel qu'on ne peut pas justifier au Minépat qu'on donne plus d'argent à la culture. Donc il faudrait qu'il y ait un travail pour faire savoir notre valeur. Et de ce point de vue, ce que je dis, c'est que les autres ont réussi à faire ça. C'est pour ça que ça nous affecte de cette manière. Je ne dis pas que c'est normal. Je ne dis pas qu'on devrait encourager. Je fais cet état des lieux pour qu'on prenne de la graine de ce que les autres ont fait pour pouvoir faire. Les musiques, ces influences externes sont en train de dévoyer ce que nous sommes en tant que Camerounais, en tant que Bantou, en tant que tout ce qu'on pourra dire. Ça dévoie exact le fait que d'ici quelques années, il y a des langues qui vont disparaître au Cameroun, il y a des musiques qui vont disparaître si on ne fait pas attention. Et ce que je dis, c'est que voici ce que les autres ont fait. Ils ont su emballer, ils ont su présenter, ils ont su vendre. On ne peut plus rester aujourd'hui dans l'oralité, par exemple, même pour nos histoires. On ne peut plus rester dans le fait que si je veux savoir quelque chose, je dois aller voir le Mbombo. Il faudrait que le Mbombo fasse des vidéos, fasse des YouTube, fasse des trucs. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement ou heureusement, ça dépend de comment on se situe, c'est là-bas qu'on va chercher des informations. Et quand tu parles des autres, important de le préciser pour les auditeurs, tu parles là des pays qui, grâce aux industries culturelles et créatives, ont su avoir un fort impact sur le plan du PIB. Oui, par exemple, nos voisins directs, le Nigeria, qui entre 2010 et 2018 était plus ou moins dans la tête de peloton des pays d'un point de vue économique sur le plan continental. Et bien, il y avait un fort rapport des industries culturelles et créatives. Donc voilà une belle parenthèse pour nos auditeurs. S'il faut revenir et te poser cette question, que penses-tu de ceux qui disent que l'ouverture aux genres musicaux internationaux dilue l'identité musicale du Cameroun? Que penses-tu de ceux qui pensent Ils ont ainsi? Totalement raison. Mais l'ouverture aux genres musicaux internationaux peut créer une nouvelle identité musicale camerounaise. Mais une perte de l'ancienne identité. Oui, je suis d'accord. Mais ma question... Mais c'est pas négatif pour toi? Bon, je me positionne dans l'entrepreneur culturel et il n'y a pas de négatif dans l'absolu. Maintenant, le côté culturel sur le plan anthropologique ou traditionnel, on est en train de perdre quelque chose sur le plan de la musique. Et dans tous les cas, à la vérité, la musique purement traditionnelle, si on la conserve bien, ne meurt jamais. Mais elle ne peut pas être mise en avant de la même manière que la musique populaire ou la musique urbaine. Mais pourquoi? Comment conserver sans entretenir? Comment entretenir sans produire? Comment produire sans valoriser? C'est une chaîne en réalité. Parce que ceux qui parviennent à propulser, c'est parce qu'ils entretiennent purement et simplement. Oui, mais je veux dire qu'aujourd'hui, si je vous dis c'est quoi la musique française, vous pensez à quoi? Quand on dit la musique française, on pense au grand courant de la musique française, depuis Charles Aznavour, machin, en passant jusqu'au Mat Pokora et récemment Slimane. C'est ça qu'on entend par musique française. Mais ça ne change pas que dans les Pays Basques, on chante toujours la musique des Pays Basques. Ça ne change pas qu'en Alsace, on fait toujours la musique alsacienne. Ça ne change pas qu'ici et là, on fera le même travail aux États-Unis ailleurs. Non, ce que je veux juste dire, c'est qu'il y a une musique qui, à force de métropolitanisme, devient populaire. Parce que dans les grandes villes, les cultures se confrontent. Et quand les cultures se confrontent, elles créent une nouvelle culture. Mais maintenant, il y a un travail essentiel. Et c'est à ce niveau-là que les pouvoirs publics sont appelés. C'est-à-dire que moi, ce que je dis généralement quand on parle de pouvoir public, c'est qu'on ne demande pas au pouvoir public de venir travailler sur comment moi je vais produire ma musique. Ils n'ont pas besoin de m'aider là-dessus. Ce pourquoi ils ont besoin de m'aider, c'est faire que les éléments de Bolobo que j'ai utilisés pour pouvoir faire la musique aujourd'hui, que dans 20 ans, on ait toujours ces éléments de Bolobo pour les autres qui vont faire un autre type de musique qui aura évolué. Mais que le Bolobo à lui-même ne meure pas.
Il faut pouvoir conserver ça. Mais c'est pour ça que dans les pays, on fait des conservatoires. Le conservatoire là-bas, c'est pas pour apprendre la musique, c'est pour conserver la musique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a toujours Bach, il y a toujours Mozart, il y a toujours Beethoven. Mais personne ne joue. Je veux dire qu'il n'y a aucun album qui est produit sur la base de la musique de Beethoven. Pas sur la base. Je veux dire qu'il n'y a aucun album qui est de la musique classique à la Beethoven, qui est populaire. Mais la majorité des artistes américains que vous allez rencontrer vont vous dire que c'est ça leur base. Ils ont écouté ça, c'est ça qu'ils jouaient au début. Mais ils en ont fait une musique qu'ils peuvent vendre à un public qui n'a pas cette culture-là. Mais il faut que la culture-là demeure. Et donc, je pense qu'il y a deux chantiers parallèles qu'il faut faire. Il y a ce chantier de mixité pour pouvoir s'ouvrir au monde, comme ce que le Makossa a fait. Mais il y a un chantier de conservation. Il faut faire. Et on ne peut pas demander aux gens qui sont dans le commercial de faire de la conservation. Parce que ce n'est pas la même démarche. Dans la conservation, on dépense pour garder. Dans le commercial, on dépense pour vendre. Et donc, malheureusement, si les données du marché changent, le conservateur qui reste dans sa conservation ne va pas vendre dans ce même marché-là. Et il faudrait donc qu'on ait ce travail bipartite-là qui permette qu'on puisse s'ouvrir au monde sans se dévoyer. Mais que ceux qui s'ouvrent au monde, on ne les considère pas comme anathèmes parce qu'ils se sont ouverts, parce que derrière, il y aura un backup qui aurait fait que Asiko, le Makossa, les Ndjang et tout le reste soit là. En tout cas, chacun a son intérêt, chacun a sa place. Il suffit juste, en tout cas, de comprendre et de respecter la démarche de tout le monde, d'après ton point de vue. Parlons peut-être complètement d'autre chose. Utilisons la casquette de directeur artistique que tu as et que tu mets en évidence chez certains artistes comme Yves Lenoir ou encore Mister Léo. Comment certains artistes camerounais réussissent-ils à fusionner tradition et modernité dans leur style musical? Sur l'album de 2021, puisque tu l'as évoqué, Mister Léo, il a réussi à faire ça plus ou moins. Je pense que pour fusionner, il faut avoir une culture suffisamment grande. Et je pense que de ce point de vue, peut-être pour faire un lien avec la dernière question, je pense que les artistes doivent être suffisamment cultivés. Et tous ceux qui travaillent dans la musique doivent être suffisamment cultivés sur ce qu'est la musique traditionnelle. Parce qu'en fin de compte, je ne peux pas être un meilleur afrobeatsman que ceux qui vivent dans l'afrobeats. Je ne peux pas être un meilleur jazzman que ceux qui vivent dans le jazz sous le prisme américain. Parce qu'après, le jazz n'est pas nécessairement américain. Je ne peux pas être un meilleur salsa man que celui qui vit dans la salsa. Mais je peux faire une salsa qui a des influences des Sani. Et le mec même qui fait de la salsa me trouve meilleur que lui. Donc je pense que ce que nous sommes de manière profonde nous permet de nous lier aux autres en apportant quelque chose de plus. Richard Bona a été pendant longtemps l'un des meilleurs bassistes au monde, ou peut-être même le meilleur bassiste au monde, mais n'a jamais été le meilleur jazzman au monde. Il n'a de très loin, quoi. Il y a des jeunes qui sont de meilleurs jazzmen que lui. Mais sauf que cette récompense est donnée aux États-Unis où la base pour qualifier que quelqu'un soit un bon bassiste, ce soit le jazz. Mais pourquoi? Parce que lui fait du jazz dans lequel il fait une grosse fusion de Makossa. Mais ça, les gens ne le connaissent pas là-bas. Donc du coup, ce qu'il propose, c'est tout à fait nouveau, c'est tout à fait meilleur. Mais je pense qu'il y a, au carrefour où le monde se trouve, il faudrait que chacun prenne un peu de lui pour proposer aux autres. Je fais ce discours-là dans la musique, je fais ce discours-là dans les langues. C'est une incongruité qu'aujourd'hui, qu'on n'ait pas encore nationalisé le camfranglais et le pidgin. Ce n'est pas normal. Et là, je parle de culture. C'est une incongruité qu'aujourd'hui, on estime que être un bon Camerounais, c'est quand tu as fait ta maison en dur, en 3 étages, machin, alors que nos huttes, parfois, retiennent mieux la chaleur et tout le reste que même les climatisations et tout. Donc, je pense qu'il y a des choses dans nos cultures qui sont suffisantes. Parce que les gens vivent. Mais les gens vivent dans notre monde. Si, pour ceux qui croient comme moi à l'existence du monde depuis 6000 ans, on vit au Cameroun depuis 6000 ans. Mais avant, on fait comme si le Cameroun a commencé en 1885 quand les gens se sont assis à Berlin pour décider du saucissonnage du pays. On vit là depuis et on vit avec des modèles, des influences, des choses qui marchent. Les gens vivaient plus longtemps avant. Ça veut dire que finalement la modernité nous fait mourir plus jeunes. Donc du coup, on a suffisamment en nous pour pouvoir proposer aux autres. Maintenant, quand on va dans ce carrefour-là, peut-être pour les codes,
Il faut proposer quelque chose dans les codes que les autres vont comprendre. Mais je vous dis, Karès Foto aujourd'hui continue à chanter en Romala, en pieds nus, avec les mêmes tenues, et elle fait le tour du monde. Donc je pense qu'il faut pouvoir penser à cette mixitude. C'est vrai que c'est une parenthèse vraiment qu'on ouvre et qu'on va refermer aussitôt rapidement parce qu'il nous reste très peu de temps avant de l'achever. Est-ce que parfois le souci, on revient certainement sur la transmission, mais est-ce que ce n'est pas aussi un souci de partage d'opportunités, partage de lobbyisme? Parce qu'il y en a des couloirs, même sur le plan du cinéma, on a des personnes qui parviennent à exporter leurs films, leurs séries, et tutoyant peut-être l'Afrique, mais on a d'autres dans notre contexte, avec des compositions ou des productions plus ou moins similaires, pouvant également challenger, mais qui n'ont pas ces mêmes couloirs, des couloirs où d'autres du même pays ont déjà réussi, explorent. Est-ce qu'il n'y a pas ce souci, parfois conflit d'intérêts qu'on retrouve que parfois dans notre environnement en Afrique francophone? Est-ce que ça aussi, ce manque de solidarité n'est pas un réel problème? Je vais le dire de manière la plus crue et peut-être la plus bizarre possible. Les gens qui ferment les portes aux autres vont mourir un jour. Et les portes là vont s'ouvrir après. Je comprends un peu le fond, c'est qu'il y a ça, il y a le fait que les gens, il y a ce lobbying là, ces cercles très fermés, ces sectes là où il faut exactement entrer pour pouvoir avoir ça ou ça. Mais je veux dire que personne ne détient la clé du monde. Je veux dire que si, je prends un exemple factuel, si il y a un grand frère que c'est seulement par lui qu'on passe pour jouer en France, que je cherche à jouer en Irlande, que je cherche à jouer au Mexique, mais il y a plein de pays dans le monde. Pourquoi? Parce que justement, c'est parce qu'on est dans la construction de la facilité. C'est-à-dire que comme tout le monde part en France, moi aussi, il faut que je fasse mon truc pour que ça aille en France. Pas forcément, c'est une question de lobbyisme. Je sais, tu peux aller quand certains y sont déjà allés et ont réussi à construire au moins quelque chose. J'ai compris, je suis même d'accord. Je dis que si maintenant le lobbying là ne marche pas pour moi, je n'arrête pas ma carrière. Je cherche un nouveau lobby. Peut-être je serai même le créateur du nouveau lobby. Sauf que ça ne se fait pas en 1 an, en 2 ans. Bien sûr, une succession et c'est par là que je voulais sortir. Il faut intégrer que, personne ne nous doit rien. Là, je suis le businessman. Personne ne te doit rien. Deuxièmement, ce que tu commences à créer peut avoir de l'effet dans 20 ans. Moi, ce que je dis chez nos artistes quand je les forme, parce que je forme des artistes et des managers, ce que je dis, c'est que quand on s'engage dans ce truc, moi, j'y suis depuis 10 ans. Un peu moins. Je suis depuis 10 ans. Et ça ne se passe pas encore comme je l'espère ou comme je le crois. Mais je veux dire que ce que tu es en train d'envisager, ça va se passer dans 2 semaines, comme ça peut se passer dans 20 ans. La question, c'est comment est-ce que je me structure pour rester en vie jusqu'à ce que ça se passe. Et c'est là où la réflexion commence à faire, comment je travaille pour ci ou pour ça. Donc oui, il y a ce problème de lobbying là. Parfois, c'est difficile, mais je pense que une musique pertinente, une musique bien faite, une musique qui suit les codes et qui est bien faite, finit par trouver son chemin quelque part. Il faut juste trouver ce chemin. Tu as embrassé une orientation idéologique sous le prisme de la mondialisation tout à l'heure. Si on retient ce terme-là et qu'on essaie d'épiloguer légèrement dessus, la mondialisation et l'influence forcément de la musique internationale, mais surtout des nouvelles outils. Des nouveaux outils de communication. Avant on avait les CD, aujourd'hui carrément c'est le numérique. Est-ce que quelque part ça ne joue pas un rôle important sur la diffusion de notre musique auprès du public? Est-ce que quelque part même cela n'a pas modifié et peut-être dû à un certain ralentissement de la consommation locale, ça n'a pas modifié la manière dont les Camerounais perçoivent leur musique, mais surtout consomment ces musiques-là? Est-ce que quelque part ce n'est pas aussi à l'origine de cette régression considéré par certains par rapport aux consommations de nos produits locaux? Je pense que ça l'est. Je pense que ça l'est parce que je disais ça tout à l'heure. Quand je disais tout à l'heure qu'on ne trouve par exemple pas Prince Yango qui fait des tutos, ça ne veut pas dire qu'il n'en fait pas. Ça veut dire que Google choisit de ne pas me le proposer en premier. En termes de, c'est ce qu'on appelle, pour ceux qui sont dans l'informatique ou dans le SEO, c'est le référencement. En termes de référencement, est-ce même quand parfois tu écris musique camerounaise et la première chose qu'on te propose c'est Taïki. Taïki est camerounais. C'est que l'algorithme a mis Cameroun et musique, mais a oublié que Taïki en fait ne vend pas essentiellement de la musique camerounaise. Rien contre lui particulièrement. J'aurais pu prendre un autre exemple. Donc oui, il y a ce côté dévoyé là. Et c'est pour ça que je disais qu'il y a une forme de protectionnisme qu'il faut qu'on ait. Il y a une loi au Cameroun qui parle du 80-20. La fameuse loi 80-20. À quel point elle est appliquée?
Après, généralement, quand on veut faire le 80-20, on fait un gros procès aux médias privés. Ouais. Mais je veux dire que même la télévision publique ne fait pas le 80-20. Donc, on a un problème de protectionnisme. Pourquoi est-ce que je m'oblige à vendre? D'accord, je mets ma musique sur Spotify. Mais les gars dans les rues, comment ils écoutent ma musique? Pourquoi est-ce que je ne refais pas des CD? Pourquoi je ne fais pas des clés? Pourquoi est-ce que je ne mets pas mon truc dans une boîte à musique et que j'aille dans les rues pour vendre des trucs? Peut-être parce que malheureusement, en termes de métier, de structuration, il y a encore beaucoup à redire. Certains ne s'adaptent pas à la conjoncture d'un point de vue international. Certains ne connaissent même pas réellement et véritablement leur métier. C'est encore un peu plus un problème qui ferait peut-être l'objet d'une autre émission carrément. Exactement. Parce qu'il y a toute une chaîne de valeur dans la musique. Tu me l'expliques. Et justement, juste pour dire ça, c'est pour ça que je revenais au début pour dire que malheureusement, on est un jeune pays. Et où les habitudes... Et on est un jeune pays, malheureusement, notre pays, Cameroun, est né dans un moment où le monde évoluait déjà très vite. Où les autres qui sont venus nous imposer ce que c'est que le Cameroun avait déjà pris la vitesse de croisière et nous on veut rouler à leur vitesse. Je pense que moi quand je fais un disque aujourd'hui avec un artiste, moi je veux lui suggérer, va au village. Là où les gens n'ont pas internet, fais-leur des concerts, qu'ils sachent que tu existes. Parce que dans tous les cas, ces gens-là, c'est des clients aussi. Il n'y a pas que les clients sur Spotify et sur Internet. Il y a aussi ceux-là. En tout cas, le taux de pénétration d'Internet aujourd'hui est encore à moins de 64%. C'est clair qu'il y a beaucoup de... de ce point de vue, il y a un gros public qu'on néglige quand on ne se concentre que sur les trucs. Et pour moi, c'est ça que je mets dans le protectionnisme. C'est ce côté de travailler sur nous, pour qu'on soit nous-mêmes vendables. Parce que si le Nigeria aujourd'hui est fort, c'est lié à sa démographie peut-être, mais c'est parce qu'ils ont réussi à travailler. Moi, je connais un artiste qui est fabuleux, il s'appelle Lagbaja. Il est sorti 3 fois du Nigeria seulement, à 20 ans de carrière. Il fait sa carrière au Nigeria. Il vit bien. C'est possible. Je veux dire qu'un artiste n'a pas besoin d'avoir 15 milliards de fans pour pouvoir s'en sortir. Il a besoin d'avoir 300 000 à Yaoundé, 300 000 à Bertois. Mais il a aussi besoin d'avoir même 15 000 à Ebomzout, avoir 3 000 à Ikokozo. Avoir des gens un peu partout. Travailler sur toi, mais fondamentalement également savoir bien s'entourer. Et je parlais de chaîne de valeur tout à l'heure. Il est important que chacun soit à sa place, mais d'abord comprendre même son environnement, comprendre son métier. C'est fondamentalement important. Exact. C'est un constat, c'est un problème. Observer, et donc du coup la solution, tu as essayé quelque part de l'apporter à ta valeur, comme quoi ce ne sont pas que des mots, mais il y a également des actions menées avec ce livre-là publié il y a de cela plusieurs mois aujourd'hui. Musique, la chaîne de valeur, un guide pratique forcément sur les métiers de la musique, encore et toujours disponible. Qu'est-ce qui t'a poussé à mettre ce livre-là sur pied? Bon, je l'ai dit tout à l'heure, c'est ce constat, mais après on peut se limiter à en parler, mais est-ce qu'il n'y a pas une réelle volonté de marquer quelque part la postérité? Oui, il y a ça, je vais peut-être dire ça bizarrement. Ça, la première chose qui me fait à un moment vouloir écrire, c'est que j'ai le sentiment que quand on parle, et ça rejoint une citation française qui dit que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Donc c'était ça la première chose. La deuxième chose, c'est que... Tu sais qu'on a fait ces citations, il n'y avait pas encore les podcasts. Donc parfois la parole reste aussi. Donc la deuxième chose, c'est que je me suis dit qu'il faut contribuer à la littérature musicale dans notre environnement. Il y a de plus en plus de littérature, mais je pense qu'il n'y en a pas encore assez. Vous n'allez dans aucune bibliothèque où il y a une section qui s'appelle musique. Ça n'existe pas. Les bibliothèques que moi j'ai visitées, il n'y en a aucune. Là où on a une section histoire, une section culture, une section machin, et généralement on met la musique, il y a 2, 3, 4 livres là dans le gros truc de la culture. Et donc je pense qu'il faudrait qu'on ait de plus en plus de production littéraire pour qu'on ait une section musique dans des bibliothèques. La troisième chose, c'est que j'avais envie que chaque fois que j'ai envie de parler à quelqu'un de musique, que je lui dise, tu peux lire ça et on aura une base à partir de laquelle on pourra commencer à travailler. Je pense qu'il y a une sous-information, un mauvais niveau d'information qui fait que les gens n'ont pas suffisamment les outils pour pouvoir parler des questions de musique. Et moi, je me suis dit, j'ai envie de proposer un outil qui va aider les jeunes. Moi, je travaille, j'ai appris des choses. Heureusement, parce que j'aime lire, j'aime découvrir, j'aime faire des choses, mais je pense que tout le monde n'a pas cette curiosité. C'est ça que je me suis dit, en moins de 50 pages, il faut que je donne aux gens un aperçu de ce que j'enseigne en Music Business 01. Lassé parfois d'avoir les mêmes questions tout le temps. Exactement. Et de donner les mêmes réponses, eh bien, c'est une base sur laquelle ils peuvent s'appuyer afin d'avoir au moins la maîtrise du sujet, afin de poser des questions pour mieux comprendre. Exactement. Une belle base, on retrouve le livre toujours en librairie, n'est-ce pas? Oui, en librairie, en consultation à la médiathèque de l'Institut français, est disponible à
À Douala, ici, c'est Douala, ça y met à Douala. À Douala, c'est à Fin-Goudron, Bangué, en face du dépôt de planches. Il y a un stock là-bas. Et tu prends réellement le temps, c'est magnifique d'expliquer tous les corps de métier qui entrent finalement dans cette chaîne de valeur que constitue la musique. On va rapidement passer en cuisine. J'espère que tu aimes manger, Otniel. Bon, c'est vrai que la question ne se pose pas. Bon, j'aime, ouais, ça va, j'aime manger. Toubassa, qui se reconnaît, ne dirait pas qu'il est contre un bon plat de Mintumba ou Ndombongo. Ouais, mange tout. Olivia Mbala est avec nous dans ce studio. Olivia Otniel, Olivia. Devrais-je encore vous présenter? Oui, Enchanté, Olivia.